Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité est Amos Gitaï, cinéaste. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un grand cinéaste israélien. Vous êtes né à Haïfa. 40 ans de films, de documentaires, de courts-métrages, 80 titres. La moitié est d'ailleurs long métrage, la moitié en film, Kadosh, Kippour, Free Zone, pour en citer quelques-uns. Votre père est juif allemand, architecte du Baos, exilé en Palestine. Vous destinez vous-même d'ailleurs à une carrière d'architecte, Amos Gitaï. Et c'est la guerre du Kippour qui finalement en a décidé autrement, puisque vous êtes affecté à une unité militaire d'assistance médicale à l'époque. Votre hélicoptère est touché par un missile syrien, vous êtes blessé et vous montrez des images parce que vous avez une Super 8 à l'époque. Votre vocation de cinéaste est-elle née à ce moment-là? Oui, moi j'étais né en Israël. J'étais supposé, comme vous avez dit, de suivre le travail de mon père, qui était architecte de Bauhaus. Mais dans les circonstances de mon pays, j'ai senti que l'architecture est devenue un exercice un peu formel. Alors à mon retour de cette guerre, j'ai commencé d'être intéressé par le cinéma comme un moyen d'expression. Alors au début, c'était assez lent. J'ai fait des petits Super 8, après des 16 mm, des documentaires. Et finalement, j'étais allé vers des films plus grands. Et après, effectivement, Kadosh, Kippour, Free Zone, les autres films qui sont... Vous avez fait un film sur la guerre du Kippour, d'ailleurs 30 ans après cet événement. Votre premier film, Amos Gitaï, c'est House, c'est un documentaire sur une maison de Jérusalem. Il annonce un peu vos grands thèmes, les zones de fracture, l'exil. La maison réunit en fait d'anciens propriétaires palestiniens et des nouveaux habitants israéliens. C'est un film qui fut censuré à l'époque en Israël. Est-ce que cette expérience avait été douloureuse pour vous à l'époque ? Il était douloureux, mais comme vous savez, des fois, ce type d'expérience douloureuse, il nous lance vers une autre vie. C'est-à-dire, effectivement, comme j'ai fait House, qui n'était pas diffusé par... J'ai fait pour la télé israélienne, mais ils ont jugé que le film pose trop de questions, alors le film n'était jamais diffusé. J'avais le choix, je redeviens architecte, ou effectivement, je vais aller défendre ce film, qui était effectivement un projet pas facile, mais j'ai appris la nécessité d'indépendance, d'autonomie des cinéastes, surtout dans un contexte si chargé comme Israël. C'est-à-dire que c'est un pays que j'aime beaucoup, mais aussi, des fois, j'ai des critiques vis-à-vis de la façon que les choses sont en train de dérouler. Et depuis cette expérience de House, j'ai fait beaucoup de films qui sont allés dans ce sens-là. Alors vous êtes exilé en France à cette époque. Est-ce que c'était une nécessité d'aller en France à cette époque ? C'est comme la grande décision de la vie, c'était un hasard. J'étais invité pour quelques semaines de montrer le premier documentaire à la Cinémathèque. J'ai eu un petit appartement au 16e étage, sans ascenseur, sans chauffage, etc. Mais ce petit séjour de quelques semaines a devenu 7 ans. Oui. Et cette période de 7 ans était une bonne période de formation comme cinéaste. Parce que c'est là que vous avez commencé à faire de la fiction. Vous êtes rentré en Israël en 1994, au moment du gouvernement d'Yitzhak Rabin. Vous avez dit à l'époque, l'air était plus respirable. On étouffait moins du temps d'Yitzhak Rabin en Israël ? Moi, je trouve que c'est effectivement ce moment gracieux dans lequel il y avait l'ouverture d'esprit, l'effort vraiment sincère d'essayer de réconcilier ce conflit tout puissant israélo-palestinien. Et je crois que Rabin lui-même, c'était quelqu'un qui parlait avec un langage simple, sans trop de manipulation médiatique, qui était touchant. C'est effectivement à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire le grand film que j'ai fait après en Israël. J'ai senti que j'étais invité à prendre un dîner avec le ministre de Culture de Rabin. Elle m'a dit tout simplement, Amos, time to come home. C'est le moment de venir. Alors j'ai fait les valises et j'ai retourné. Vous êtes retourné en Israël. Alors, le dernier jour d'Yitzhak Rabin, c'est votre dernier film. Il évoque l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Pourquoi êtes-vous revenu sur son assassinat ? Malheureusement, moi, je trouve qu'actuellement, le pouvoir israélien, il fait des lois assez problématiques. Il y a beaucoup de haine. Et finalement, je crois que la seule alternative à ce pouvoir actuel, c'est cet homme mort. Alors, ce n'est pas très joyeux de dire, mais je pensais qu'il faut redonner naissance à cette mémoire de ce moment, il y a 20 ans, qu'il y avait tellement d'espoir dans tout le Moyen-Orient.
Vous avez eu accès à des archives en particulier pour faire le film, aux archives de la commission d'enquête, et c'est Shimon Peres qui a introduit le film. Ça avait une signification particulière pour vous? Écoute, Peres était vraiment le partenaire le plus proche de Rabin dans ce projet de négociation avec les Palestiniens. Et il m'a donné une très très longue interview qui était très émouvant. Il était sincère, il a parlé aussi d'incitation contre Rabin et toutes les menaces qui étaient faites contre Rabin. Le film ouvre avec ce témoignage de Peres, mais après c'est un film avec 70 grands comédiens israéliens qui ont fait un travail formidable. Eric Gauthier qui a fait l'image. Alors c'est un film que j'ai senti nécessaire. Et vous pensez qu'Yitzhak Rabin aurait obtenu la paix entre Palestiniens et Israéliens? Je vous donne la réponse de Peres parce que je lui posais la même question. Il m'a dit qu'il n'est pas sûr qu'il y a la paix, mais on était beaucoup plus proches. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez qu'il y a la paix? Il m'a dit, oui, oui, oui. Alors, je crois que lui, il a plus d'informations que moi, mais je suis sûr que cette sorte d'attitude des dirigeants israéliens qui était très respectée dans l'autre côté, avait les chances de nous amener beaucoup plus proches à réconciliation. Alors, votre film, c'est aussi une charge contre Benjamin Netanyahou et contre les extrémistes. Alors, il y a quelques jours, il y a un soldat de Tsahal qui a été filmé en train d'achever à terre un Palestinien à Hébron. Et Benjamin Netanyahou a d'abord affirmé que c'était un incident grave et qu'ensuite il a rétropédalé. Il y a eu des réactions extrêmement violentes. Le public a suivi d'ailleurs, puisque 57% des personnes interrogées désapprouvent la décision de l'armée d'arrêter le militaire et de procéder à une enquête. Seuls 5% en fait, des gens considèrent que le tir contre l'assaillant blessé à terre en fait, est un meurtre. Qu'est-ce que ça révèle pour vous de la société israélienne? Je crois qu'il y a une très grande angoisse. Il n'y a pas un pouvoir politique qui dirige vers une perspective de beaucoup plus d'ouverture. Il faut dire aussi que le Moyen-Orient en général, il est dans un état assez grave. Alors, c'est-à-dire la coalition des gens qui ne veulent pas la paix, elle existe dans tous les côtés. Elle a toujours été beaucoup plus forte que les gens modérés qui veulent une ville simple de coexistence. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est effectivement raison de faire un film. On fait un film aussi parce qu'il faut amener la mémoire. Il faut aussi parler des idées. Vous savez, moi je crois que les gens croient beaucoup dans les forces de mitrailleuses et de l'argent, mais les idées, ils sont aussi forts. Ils sont aussi, je fais changer le monde, il faut parler des idées. Vous avez dit le risque est que tout ce qui fait l'originalité de la société israélienne finisse par disparaître. Vous le rediriez aujourd'hui, ça? Moi, je trouve qu'il y a un risque de pas comprendre qu'il faut qu'il y ait la liberté d'expression, qu'il faut que les gens cinéastes israéliens continuent leur travail de poser des questions. Je dis tout à l'heure ici à Bordeaux que le meilleur hommage qu'un artiste il peut faire à sa culture, c'est faire une œuvre critique. Si on aime vraiment notre pays, il faut poser des questions. Et c'est vrai sur Israël, c'est vrai sur l'Europe. La culture, ce n'est pas strictement des petits flairs autour qui fait plaisir aux hommes politiques. C'est vraiment une démarche Une démarche critique. Critique, même subversive, vis-à-vis d'opinions homogènes. Et on demande beaucoup de services publics, on demande que les services publics vont avoir la largeur d'esprit d'aider des œuvres qui risquent de les critiquer. Mais la culture est faite comme ça. Ici, Alain Juppé, il a fait référence à Picasso comme un très bon peintre. Il ne faut pas oublier que Guernica de Picasso, c'était une œuvre critique sur le bombardement de Luftwaffe sur le village basque et que Picasso même, il a interdit le voyage de ce tableau en Espagne tout au long de la vie de Franco. Alors les artistes, ils n'ont pas de pouvoir, nous on n'a aucun pouvoir réel, mais on a des pouvoirs symboliques et il faut commencer quelque part. Et il faut continuer donc dans ce sens. Alors le terrorisme touche la Belgique, a touché la France, touche l'Europe. Quelle a été votre réaction? Moi, je trouve que je sais pas, on pose la question avec tout le monde, où ça va arrêter, tout cet acte de violence qui nourrit, chaque acte de violence nourrit les autres, comment la société européenne va réussir d'intégrer les gens qui veulent vivre tranquillement et peut-être sanctionner les autres, mais aussi il faut penser sur la grande majorité qui veut être intégrée, il faut lui donner une perspective. Et comme vous avez dit tout à l'heure que je suis architecte d'origine, je trouve qu'il faut que les grands architectes ils vont réfléchir comment on fait un appartement
de 70 mètres carrés, modeste, pas strictement les grands musées, l'aéroport, etc. Mais il faut que le grand architecte va réfléchir la ville. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les ghettoisations avec des systèmes très oppressifs architecturaux. Et il faut utiliser l'architecture pour avancer cette sorte d'intégration. Et je crois que c'est ça, la série de questions qu'il faut poser ici. Oui. C'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez un espoir tout de même de voir un jour la paix entre Israéliens et Palestiniens? Moi, je trouve qu'il faut toujours garder l'espoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'alternative de rester nihiliste? Moi, je ne suis pas pour. Alors, dans quelque façon, l'espoir génère lui-même un changement. Et il faut avoir la grande volonté de changer. Merci Amos Gitaï. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.